Sandra Rigol, bonjour et merci d'être avec nous depuis votre circonscription. Bonjour. Aujourd'hui s'ouvre le procès de l'attentat de Nice, l'attentat du 14 juillet 2016, ce camion qui avait fauché près de 90 personnes. Mais que va-t-on juger puisque le chauffeur du camion a été tué dans l'attentat? Est-ce que c'est un procès de l'islamisme? Est-ce que c'est un procès de la violence psychopathe? Est-ce que c'est un procès pour voir les failles de sécurité qui peut-être ont eu lieu ce soir-là? Ce sera peut-être un peu des trois et surtout ce sera un procès qui permettra aux familles d'arriver à trouver une parole qui prenne en compte et leur souffrance et la perte qu'elles ont eue. C'est un procès qui sert à rendre justice, à réparer, malgré l'absence du bourreau, ce qui complique toujours beaucoup les choses. Mais là, aujourd'hui, vous avez entendu comme moi, toutes les familles, dire à quel point cette journée, ce procès était important. Et vous me permettrez d'avoir toutes mes pensées pour ces plus de 80 familles endeuillées. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que la France est un pays mieux protégé, qui sait mieux se défendre contre ce type de risque? Ou est-ce que c'est juste la chance qui fait qu'on échappe aux attentats? Alors, je me garderai de parler de chance dans ce cas-là. Je pense que les forces de police s'organisent du mieux qu'elles peuvent, qu'on peut toujours faire mieux, mais je m'abstiendrai de juger là, aujourd'hui, ce matin, de l'avancée de la lutte contre le terrorisme. La lutte contre l'islamisme continue dans notre pays, elle soulève des débats. Une manifestation en faveur de l'imam Iqiyoussen s'est tenue et on a entendu des propos tels que la France est islamophobe, il y a une islamophobie d'État. Y a-t-il une islamophobie d'État en France ? Il est certain que hier encore, une mosquée a été incendiée dans la région parisienne, que la religion musulmane fait partie de celles qui reçoit le plus d'agressions, que ce soit sur les personnes ou sur les lieux de culte. Elle n'est pas la seule, mais je pense qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'oppression spécifique sur le peuple musulman, sur les croyants musulmans aujourd'hui, ou sur les personnes dont certains agresseurs pensent qu'ils ou elles pourraient être musulmans. Oui, ça c'est une réalité. Néanmoins, islamophobie d'État, non. Je ne sais pas s'il y a une islamophobie d'État, mais il est certain qu'en France, il y a une haine du musulman qui se développe, qui se cultive. C'est pas la seule haine. Vous savez comme moi qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il y a 91 députés d'extrême droite. On sait ce que ça veut dire, on sait quelle est l'histoire de ce parti qui les représente aujourd'hui, le Rassemblement national, et de ceux qui s'y associent. On sait la montée aujourd'hui des idées de rejet de l'autre dans le champ politique, dans les manifestations, dans la vie de tous les jours. Donc non, on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui monte. Est-ce qu'il n'y a pas, rebours, je pense à la France insoumise, l'exploitation de cette peur des musulmans pour créer ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire attirer l'électorat musulman en disant avec nous, vous serez mieux défendus? Je suis de gauche et je défends le droit des personnes, dont les musulmans. Donc, qualifiez-moi d'islamo-gauchiste si vous voulez. Je ne considère pas que ce soit une insulte que de penser les droits des personnes et d'avancer là-dessus. Je défends tous les droits et de fait, je pense que c'est un souci aujourd'hui en 2022 que quand on défend l'égalité, quand on défend la liberté, quand on défend la fraternité, il soit toujours obligé de se défendre et d'expliquer pourquoi l'égalité en droit doit être défendue aujourd'hui. Vous voyez bien que c'est l'inverse qui devrait être. Vos questions devraient porter tout le temps sur des personnes qui sont à l'inverse et pourtant ce sont les islamo-gauchistes qu'on accuse. On a vraiment un problème dans ce pays. Alors la crise énergétique s'aggrave. Que faire de plus que les boucliers tarifaires que propose le gouvernement ? Oh là là, vous me demandez en quelques mots de rattraper à peu près 40 ans d'inaction sur le terrain. Avec des mesures d'urgence qui sont nécessaires en plus maintenant, au plus du long terme. Oui, avec des mesures d'urgence, mais on ne peut pas faire l'impasse sur les mesures de moyen et de long terme, à commencer par la rénovation thermique des bâtiments qui, en prime, crée de l'emploi. Il y a aussi des mesures qui sont déjà appliquées par les collectivités qui aujourd'hui sont frappées de plein fouet par la crise énergétique, qui consiste à arrêter de beaucoup trop chauffer ou beaucoup trop refroidir quand certaines utilisent des climatisations.
Mais surtout, il faut repenser nos modes d'organisation de vie. Vous le savez, vous l'avez vu, vous l'avez vécu, vous l'avez subi cet été. En fait, nos villes, nos bâtis ne sont pas conçus pour faire face à ce réchauffement qui nous frappe aujourd'hui. Donc, c'est tout ça qu'il faut commencer à affronter. Ça passe par des petites mesures, mais ça passe aussi et surtout par des moyennes et des grandes mesures, isolation thermique et révision de nos organisations, nos modes de vie. Ça fait à peu près 40 ans que les écologistes l'expliquent. Il est quand même très triste d'attendre que nous souffrions pour commencer à évaluer, à penser, à appliquer tout ceci. Il y a aussi tout le débat sur la production d'énergie, tout en restant fidèle à votre volonté de sortir du nucléaire. Est-ce que les Verts seraient prêts à repenser l'étalement, le programme, le calendrier de sortie ? Alors, on le pense déjà, permettez-moi, mais très large, pour faire en sorte que personne dans l'industrie nucléaire ne soit laissé sur le bas-côté. Sauf que ça rejoint exactement ce que je viens de vous dire sur il faut tout repenser. Aujourd'hui, continuer dans le nucléaire, c'est continuer dans le même système. C'est ne pas affronter le fait qu'aujourd'hui, la moitié des centrales nucléaires soient fermées. Qu'aujourd'hui, plus les températures sont élevées, moins on peut continuer à utiliser les centrales, puisqu'on ne peut plus utiliser l'eau pour les refroidir, puisque ça affecte directement les écosystèmes dans les rivières, dans les lacs, etc. Donc, et j'ajoute une dernière chose, si on veut que la France soit enfin indépendante énergétiquement, il faut arrêter de dépendre de l'uranium qui vient du Niger ou du Kazakhstan. Ce n'est pas possible de dire que nous sommes indépendants, que nous dépendons tout le temps au niveau géopolitique, au niveau économique et au niveau énergétique de quelques pays qui possèdent de l'uranium, alors que oui, les énergies renouvelables nous permettraient d'être pleinement indépendants. Il y a plusieurs gigatonnes d'énergie renouvelable qui auraient pu être créées en un an rien que dans l'énergie éolienne. Il s'agit donc d'une volonté politique de ne pas avancer là-dessus. Et je termine sur ce point. La France est le seul pays européen à ne pas avoir rempli ses objectifs en termes d'énergie renouvelable de leur développement. Il est temps de rattraper tout ceci. L'extrême droite explique que les sanctions que nous avons prises contre la Russie sont en fait un boomerang parce que la Russie exporte à peine moins et vend beaucoup plus cher. Est-ce qu'on s'est trompé avec ces sanctions ? Je crois surtout que Jordan Bardella, en affirmant que la Russie allait très bien écrouler sous l'argent, s'est largement trompé. Ce n'est pas le cas. La Russie n'est pas en train d'aller bien malgré nos sanctions. La Russie commence à expérimenter ce que ces sanctions font et je ne pense pas qu'on se soit trompé. En revanche, je pense qu'on pouvait aller plus vite et plus loin dans ces sanctions, notamment énergétiques. On sait que la période de difficulté commence. On pouvait choisir d'affecter plus vite et bien avant l'hiver la Russie. Les choses ont été un peu longues. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'encore une fois, l'extrême droite française démontre sa simple volonté de déformer la réalité pour obtenir ce qu'elle veut. Dans les faits, non, la Russie ne va pas très bien grâce aux sanctions. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, ne veut pas se résoudre à utiliser l'article 49.3 pour l'adoption du budget. Alors est-ce que vous, députés, vous êtes disposés à discuter avec la majorité et le gouvernement pour éventuellement voter le budget en échange évidemment de concessions de la part du gouvernement ? On peut penser à une taxe sur les super-profits par exemple. Alors, nous sommes toujours disposés à discuter. D'ailleurs, nous n'avons cessé de le faire depuis les un peu plus de 2 mois où nous sommes élus. Le problème, c'est qu'il y a une très, très forte surdité de la part de la coalition présidentielle qui consiste à ne rien écouter, ne rien entendre et ne jamais rien prendre en compte de ce que nous proposons. Donc, vous voyez, nous sommes toujours disposés à discuter. Nous le prouvons tout le temps au Parlement européen, dans les divers niveaux d'instance où nous sommes élus. Le problème, c'est qu'en face, il n'y a pas de volonté de discuter. Je suis ravie que M. Attal choisisse de ne pas recourir au 49.3. Je pense qu'il est surtout conscient, comme tout le gouvernement, que les Françaises et les Français ne comprendraient pas un 49.3 qui arrive tout de suite. Il y a une ouverture quand même sur les super-profits. On voit la majorité divisée. La Première ministre est prête à discuter. On a déposé pléthore d'amendements sur les super-profits en amont, sur la loi dite pouvoir d'achat. Ils les ont tous refusés en bloc.
considérant que c'était stupide et que c'était un ralentissement pour l'État. Au moment même où M. Guterres, responsable de l'ONU, disait que c'était la chose à suivre. Aujourd'hui, Esther Duflo, une des plus grandes économistes que l'on connaisse, dit que c'est la seule chose à faire pour arriver à développer des politiques d'égalité et qui nous permettent d'avancer. Donc oui, le gouvernement forcé commence à évaluer la possibilité de recourir à des taxes sur les super-profits. Que de temps perdu par surdité. Vous admettrez quand même que vous avez ciblé le bon cas pour démontrer leur surdité et notre volonté d'avancer. Isabelle Rome, la ministre chargée de l'égalité homme-femme, envisage une justice spécialisée pour les violences conjugales. Est-ce que vous êtes favorable à cette mesure et est-ce que les Verts participeront à la mission parlementaire qui va étudier de près le sujet ? Alors, c'est intéressant parce que ça faisait partie des propositions du programme de Yannick Jadot sur la dernière présidentielle et ça fait surtout partie de ce que les associations proposent depuis fort longtemps. Pour ça, il ne s'agit pas de stigmatiser la justice. Le travail qu'elle fait est extraordinaire. Il s'agit de la doter de moyens supplémentaires pour mieux suivre les cas de violences sexuelles et sexistes. Et donc, vous voyez où je veux en venir. Il faut toujours arriver à débloquer au minimum 1 milliard pour aider les femmes à lutter contre les violences sexuelles et sexistes en prévention et en réparation, puisque l'exemple espagnol est visé par Madame la ministre, et c'est une très bonne chose. Alors, actons les faits, regardons ce que font nos voisins, comparons ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné et faisons les choses réellement. J'espère que cette fois-ci, elle sera suivie. Malheureusement, quand il s'agit de violences faites aux femmes, ce gouvernement suit rarement les paroles qui disent qu'il faut agir. Quelques centaines d'élus et de cadres de gauche se dressent en ce moment contre la NUPES. Il y a une tribune aussi de l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. Ils veulent relancer une gauche social-démocrate indépendante de la France insoumise. Ils trouvent les autres forces de gauche trop soumises aux insoumis. Que leur répondez-vous ? Que les gens qui ont... Alors que c'est pas mon histoire déjà, cette gauche française qui n'en finit pas de s'autodétruire, mais surtout que les gens qui ont conduit cette gauche au bord de l'abysse sont peut-être pas les mieux placés pour dire qu'ils vont la reconstruire, quand aujourd'hui il y a une espèce de reconstitution, en tout cas, de communautés de gauche écologistes en France autour de la NUPES qui bouscule les choses, remet un peu de politique avec un grand P, en passant par le parlementarisme avec un grand P. Et on espère continuer à bousculer un peu la fourmilière et continuer à faire avancer les valeurs de la gauche, de l'écologie. Et quand vous entendez Jean-Luc Mélenchon dire du bien du maire de Lyon, qui est vert, mais du mal de David Corman, enfin de choisir ses écologistes, ça vous inquiète pas ? Alors moi j'étais là, j'étais même sur scène au moment de ce discours, donc il ne dit pas du mal de David Corman et du mal de Grégory Doucet, il explique qu'il y a des désaccords avec David Corman et avec les écolos, et c'est bien normal, parce qu'on n'a pas fait la NUPES pour tous se ressembler, on a fait la NUPES pour travailler ensemble, comme dans une grande démocratie, sur des sujets que l'on souhaite faire avancer, en conservant nos différences, et c'est précieux nos différences, les accepter, les assumer, c'est aussi notre force. Eh bien Sandra Rigol, merci et bonne journée dans le Bas-Rhin. Bonne journée à vous aussi.